Comme chaque semaine, je vous emmène découvrir les artisans qui font battre le cœur de l'Hexagone et les lieux qui font son prestige. Aujourd'hui, dans Version française, regroupant plus de 10 000 œuvres de près de 400 artistes, la bourse de commerce Pinault Collection s'est ouverte à nous. Les deux frères Nicolas et Sébastien Ries ont monté un studio éponyme de design d'intérieur. Ici, on fait flirter création et illusion. Celle qui domine, celle qui inspire et intrigue, c'est elle, la haute couture. Zoom sur la reine des reines. Lucie Touré est brodeuse de papier. Oui, vous avez bien entendu. Elle plie, coupe et tisse ce matériau fragile et poétique. Avant d'être mondialement connu pour son bleu éponyme, Klein était déjà surnommé Yves le monochrome. Passionné de pigments, il s'allie à un marchand et un chimiste pour créer un procédé qui transformera cette teinte de bleu en un passage dans une autre dimension. C'est en mai 1960 qu'il déposera même à l'Institut national de la propriété intellectuelle cette teinte. Un acte qui protège ainsi le procédé, mais qui est surtout considéré comme une démarche artistique à part entière pour le monde de l'art conceptuel. S'il est parfois difficile de posséder toutes les clés pour comprendre une œuvre, l'ouvrage « Comment regarder un tableau » vous en donne quelques-unes. Ici, pas question d'un traditionnel enseignement de l'histoire de l'art, mais plutôt de suivre son ressenti et ses impressions. Les tableaux de Giotto, Rembrandt, Vermeer ou encore Goya vous livreront leurs histoires et leurs secrets à travers des analyses et pas à pas, emplis de clarté et de simplicité. Alors, on se fait quelle expo ce week-end ? Elle en a fait lever des têtes et surtout tourner. Si la girouette coiffe les églises de France depuis le Moyen-Âge, elle n'a rien perdu de sa superbe. Représentant la plupart du temps un coq et destiné à indiquer la direction du vent, ce symbole aux origines religieuses suscita un vif intérêt entre la dernière moitié du 19e siècle et le 20e. Depuis, les artistes et passionnés n'ont de cesse que de les faire fleurir sur les toitures pour le plus grand bonheur des passants et des oiseaux. La scène mondiale de l'art contemporain se réunit en un lieu exceptionnel, l'ancien bâtiment de la Bourse à Paris. Zoom sur la collection Pinault. Une œuvre qui est enfermée dans un coffre ou dans une réserve, elle ne vit pas complètement. Pour qu'elle vive, il faut qu'elle soit vue, qu'elle soit appréciée, qu'elle soit discutée, qu'elle soit critiquée, qu'elle soit confrontée à d'autres œuvres et à d'autres regards. Des regards, il doit y en avoir des milliers dans la Bourse de commerce de Paris. C'est là que le milliardaire François Pinault a choisi d'ouvrir au public sa vaste collection d'art contemporain en juin 2021. Dans la rotonde centrale, on retrouve les créations d'Urs Fischer, une grande réplique de l'enlèvement des Sabines de Giambologna et une multitude de sièges. Toutes ces sculptures sont en cire et elles fondent irrémédiablement. Ce sont des bougies dont on allume les mèches au début de l'exposition et qui, au long de l'exposition, vont peu à peu fondre, se décomposer, de telle sorte que l'œuvre illustre le passage du temps, le fait que les choses ne sont jamais permanentes, jamais figées dans l'éternité. Un symbole pour Martin Bethénaud qui dirige cette collection mouvante. Aucun accrochage n'est permanent afin de faire tourner les 10 000 œuvres accumulées depuis les années 70, des œuvres qui se font parfois écho. Cette statue de cire d'Urs Fischer représente Rudolf Stingel, un ami et artiste lui aussi exposé ici à travers ses grands portraits. Pour réaliser ces grands tableaux, Rudolf Stingel part d'une photographie, en l'occurrence une photo de Paula Cooper des années 60. Il va l'agrandir et ensuite il va la reproduire méticuleusement au pinceau, en exagérant chaque touche, en rendant presque palpable le temps de la peinture, les moyens de la peinture, le matériel de la peinture, puisque c'est bien de la peinture que parlent ces tableaux. Les sujets des œuvres varient, mais l'idée d'un trompe-l'œil est très présente. Dans le musée, des chaises énigmatiques accompagnent la déambulation. Ce sont les gardiens de Tatiana Trouvé et il ne faut pas se fier aux apparences. Ce siège est en bronze, ce coussin en marbre et cette valise en onyx. Tatiana Trouvé est venue vraiment inscrire de manière très matérielle, très lourde même, on pourrait dire, puisque pour bouger chacune de ces sculptures, il faut plusieurs personnes, elles pèsent plusieurs centaines de kilos.
Venir comme ça matérialiser, rendre physique, rendre pesant l'impalpable, le fantomatique, la trace d'une absence. Là, son idée des gardiens, c'était des œuvres qui gardent d'autres œuvres. Mais le monument qui abrite toutes ces œuvres, c'est aussi une prouesse artistique et architecturale. Tour à tour, hôtel de la reine Catherine de Médicis, à l'Oblé, bourse de commerce, ce bâtiment parfaitement rond, c'est l'histoire de réappropriation, d'écriture et de réécriture. Thibaut Marsat, l'un des architectes de ce renouveau, nous présente son dernier chapitre muséal, l'installation d'un vaste cylindre de béton clair au cœur du lieu. Il est à l'image aussi de l'art contemporain, c'est un ouvrage du XXIe siècle. Et on a fait en sorte qu'il soit inséré dans ce bâtiment, mais sans vraiment y toucher. C'est comme une strate, en fait. C'est une manière aujourd'hui aussi de pratiquer la bourse de commerce d'une autre façon, parce qu'on passe devant les façades historiques, on s'approche de la toile. C'est pas tant de vouloir casser le côté historique que de finalement s'inscrire dans la longue histoire du bâtiment. Un dialogue entre hier, aujourd'hui et demain, dans lequel la structure du monument soutient l'expression artistique, tout comme son mobilier. Des œuvres de Bertrand Lavier reposent dans ces vitrines qui ne sont plus toutes jeunes. Ces vitrines qui sont de l'époque de la Bourse de commerce, 1889, à l'époque de l'exposition universelle, servaient à montrer les innovations, en fait, les entreprises qui déposaient des brevets, des choses comme ça. Et on voit comment elles arrivent, elles aussi, finalement, à passer les époques et à changer d'usage. Enfin, la rénovation du monument a révélé une vaste fresque dans la salle des pas perdus de la Bourse de commerce. Un secret bien gardé, comme une prémonition du futur artistique du lieu. Il y avait un doublage et des machines de ventilation, donc on a été très agréablement surpris de trouver ça, même s'il était en assez mauvais état, elle a été restaurée en grande partie, sauf ici où on voit une lacune trop importante, mais qui a été signifiée. Un lieu ancestral, des œuvres contemporaines, une scénographie innovante, la Bourse de commerce fait le pari d'une nouvelle manière de montrer l'art, intemporelle et audacieuse. Des miroirs aux teintes envoûtantes, des bas-reliefs aux couleurs d'autrefois, c'est à travers de multiples créations que réside l'art du studio Riese. De rentrer dans le cheminement d'un atelier ou d'un artiste d'une autre époque, ça nous amuse. Il était une fois deux frères, Nicolas et Sébastien Riese, deux passionnés de peinture et d'histoire de l'art, à la tête d'un studio de décoration. Ça, c'est d'après les papiers de Dominoté. On peut faire à l'or blanc ou en palladium. Pour des monuments comme l'Hôtel de la Marine à Paris ou en collaboration avec de grands architectes comme Jacques Garcia, Pierre-Hervé Valbaume, Robert Couturier, il redonne vie aux décors d'autrefois aujourd'hui disparus. Il les recrée, les restitue et offre un voyage dans le temps aux intérieurs de particuliers ou de monuments. Nous, on va plutôt être choisis pour faire certaines pièces très précieuses où on va aller très loin dans le détail. Comme on est assez pointu aussi bien dans notre connaissance culturelle que dans l'application des techniques pour faire ces choses-là, on est assez expert pour vraiment, quand il y a des pièces anciennes et des pièces nouvelles, les gens ne pourront pas savoir où est l'ancien et le moderne. On essaye. On essaye. Le duo est en recherche permanente des techniques traditionnelles exactes pour recréer ces ambiances historiques. À chaque fois, on va dire, on l'a jamais fait d'une certaine façon. C'est comme de la cuisine. On a plein de recettes qu'on a appris ou qu'on a compris ou qui sont en devenir. Et c'est un peu un esprit d'analyse. Depuis des mois, Nicolas, Sébastien et leurs collaborateurs participent donc à la restauration de l'Hôtel de la Marine. Un chantier colossal pour recréer la décoration XVIIIe siècle du monument. Ils doivent notamment reproduire de vastes panneaux de soie peints à la main, une œuvre à l'origine signée Alexis Perrotte. Pour que ce soit réel, on n'invente rien. Donc chaque fleur qui ont été peintes, elles sont peintes d'après des fleurs de Perrotte. Les soies avaient totalement disparu. Alors pour ce travail, ils ont multiplié les recherches et dessiné des aquarelles avant de se lancer sur le tissu.
On a vu que Perrotte avait peint des fleurs et des rubans à Fontainebleau. Donc on a pris des photos à Fontainebleau, on a pris des bouquins, des archives, enfin bon, c'était très compliqué. Et c'est des milliers de petites touches pour les fleurs. C'est un travail de patience. La difficulté avec la soie, c'est que ça a tendance à fuser. Donc il faut être assez précis et pas rester trop longtemps sur la soie. Un travail de fourmi pour ce projet monumental. Toujours pour l'hôtel de la Marine, le studio doit aussi fournir plusieurs centaines de mètres de soie dont ils reproduisent les couleurs à l'identique sur le simple modèle d'un petit bout de tissu d'époque. On ne peut pas se permettre d'avoir des raccords, donc des attentes sur chaque zone. La peinture ne doit pas sécher. Donc là, ils sont 3, ils se suivent pour faire une grande surface. Et moi, tout seul, comme un grand, je fais une toute petite surface. Non contents de ces prouesses artisanales et historiques, les deux frères se sont lancés dans une démarche artistique dans laquelle leur créativité et leur identité esthétique peuvent s'exprimer pleinement. C'est le sous-verre peint dans nos travaux de décor qui nous a donné cette idée d'intégrer de la peinture au miroir. On prend grand plaisir en fait à se libérer de l'objet fonctionnel pour expérimenter les contrastes, si vous voulez, entre la transparence et la luminosité du verre et l'opacité et la profondeur de la couleur et de la peinture. Nicolas et Sébastien ont eu l'idée de conjuguer la technique traditionnelle de la peinture sous verre au travail artistique du miroir. Un éclair de génie créatif pour ces deux frères. Nous, on ne se fait pas de cadeaux. On avance et puis si on dit c'est mauvais, on élimine, on se critique, etc. On peut vraiment se crier dessus et se réconcilier 2 secondes après. Donc tout fonctionne plutôt bien dans la bonne et la mauvaise humeur sans problème. Remarquées à Paris et à Los Angeles dans les galeries de Carole Descombes, ces œuvres intrigantes reflètent la complicité créatrice de ce duo fraternel. Nicolas, Sébastien, bonjour. Bonjour. Vous venez de 2 univers différents professionnellement. Comment vous vous êtes retrouvés autour d'un projet commun? Très tôt, nos parents nous ont imposé, mais d'une façon plutôt douce et réussie, beaucoup de culture. Donc on a très vite aimé, adolescent, la peinture, notamment italienne et classique. Donc ça, c'était un premier lien, disons une proximité culturelle entre nous deux. Et comme nous sommes frères, j'imagine que ça rend les choses encore plus proches au niveau de nos goûts et nos inspirations premières. Et vous, Nicolas, à la base, vous êtes peintre. Oui, moi je suis, on va dire, fondamentalement peintre. Mais on a, comme ça arrive souvent dans les fratries, une espèce de communication en même temps instinctive et sans détour. Et ça, c'est très riche. Et justement, c'est pas défini qui fait quoi? En fait, c'est plus d'éternelles conversations, des rebondissements d'idées, des disputes même, qui nous font avancer plutôt que quelqu'un qui va avoir un rôle à un moment donné. Et donc, ça se passe plutôt comme ça. Parce que vous restituez des décors, c'est-à-dire vous les faites revivre, vous les ressuscitez. Donc il faut avoir aussi une connaissance en histoire de l'art pour dire, voilà, qu'est-ce que l'artisan de l'époque a voulu mettre dans son décor, qu'est-ce qu'il a voulu dire. Déjà, il faut être assez renseigné des techniques et de l'histoire. En même temps, c'est vrai, pour être juste, il faut qu'on chemine dans une espèce d'évolution qu'a utilisé l'artiste. Enfin, c'est ce qui est le plus important, il ne faut pas que ça se voie. Est-ce que le fait que vous avez appris toutes ces techniques, tout ce savoir-faire, vous permet aujourd'hui justement de l'utiliser pour vos propres créations, ce qui donne une porte grande ouverte à tous les décorateurs, architectes d'intérieur avec lesquels vous travaillez aujourd'hui? Déjà, d'allier un travail artistique avec des méthodes d'artisanat, c'est intéressant pour nous. C'est ce qui nous a attirés notamment vers le verre et ensuite vers l'objet miroir. Et le travail sur la matière, je pense, est un vrai apport pour nous pour ensuite, techniquement, faire des œuvres plus artistiques. Qui dit miroir dit temps, dit temps qui passe. Il y a une temporalité par exemple, dans le miroir, c'est-à-dire qu'en fait c'est toujours contemporain, mais en même temps ça a absorbé
toutes les images. Par exemple, on nous a demandé de faire des faux anciens miroirs, et surtout pour le marché russe. Parce que, par exemple, les Russes n'achètent très peu de vieux miroirs parce que c'est comme s'il était habité par des fantômes. Et ce genre de questionnement, ça nous intéresse. Et c'est pour ça qu'on fait des miroirs aussi qui ne sont pas trop réfléchissants pour que ce qui a été absorbé prenne autant de place que ce qui est réfléchi. Donc la question artiste-artisan ne se pose pas chez vous. Vous vous définissez clairement comme artiste. Inévitablement, et notamment quand on choisit de travailler par exemple sur l'objet miroir, c'est plutôt la caractéristique du miroir artistique qui nous intéresse. C'est-à-dire que, contrairement par exemple au tableau peint ou à la sculpture, qui offre une image plus pérenne et stable, le miroir reflète le temps présent et du coup le temps du regardeur. Alors, à vous écouter, tous les deux, on a parfois un peu l'impression que vous êtes comme des alchimistes, avec toutes ces techniques que vous avez apprises, que vous utilisez pour vos propres tableaux ou pour d'autres décors. Est-ce que ce sont des techniques qu'on transmet ou qu'on garde pour soi? On a un atelier qui est assez flexible, donc on peut travailler avec une personne, 4 personnes, des fois on est 10. Et je pense qu'on donne les techniques, on les partage. Parce qu'après, c'est un vocabulaire. Plus le vocabulaire est large, plus on peut s'exprimer. Donc, on n'a aucun secret. Et c'est pour ça aussi qu'en même temps, on dit qu'on est artiste, mais l'artisanat, c'est lui qui nous nourrit. C'est complémentaire. Et c'est ça qui est magique. Merci beaucoup à vous deux. Merci à vous. Si certains la pensent prétentieuse, elle est en réalité la gardienne des savoir-faire ancestraux et des techniques précieuses. C'est la haute couture dans En Mode. C'est la quintessence du luxe qui allie excellence, savoir-faire, patience et exclusivité. Il s'agit de la haute couture. Elle trône au sommet de la pyramide de la mode. Dans une industrie qui produit sans relâche et à bas coût, elle est garante du temps long et du travail à la main, réservé à une poignée de clients qui peuvent s'offrir le luxe d'investir sur mesure. C'est d'abord Rose Bertin, couturière de Marie-Antoinette, qui donne à la mode française sa réputation. Dans les années 1860, l'anglais Charles Frederick Worth introduit le défilé vivant, le concept de collection, et crée la chambre syndicale de la couture pour protéger les œuvres des créateurs. Juridiquement contrôlée depuis 1945, l'appellation haute couture répond à des critères précis qui couvrent l'organisation des ateliers à Paris, le nombre de modèles ou la quantité de tissus. La chambre syndicale compte aujourd'hui 16 membres permanents, parmi lesquels Chanel, Dior, Schiaparelli et Maison Margiela. Et depuis 1992, des membres invités et des correspondants dont les ateliers peuvent être basés hors de France. Une ouverture qui permet aussi à la haute couture de se diversifier. Dès le début des années 2000, la créatrice néerlandaise Iris van Herpen lui donne une approche futuriste avec des vêtements technologiques, lumineux ou en 3D, comme tout droit sorti d'un film de science-fiction. Aujourd'hui, Pier Paolo Piccioli est l'une de ses têtes de file. Pour Valentino, il joue sur des coupes contemporaines et des couleurs flashy qui modernisent l'exercice. En 2021, Kirby Jean Raymond est le premier créateur noir américain invité au calendrier. Pour sa marque Pierre Moss, qui dénonce le racisme et l'appropriation, il rend hommage aux objets du quotidien inventés par des personnes noires et donne un grand coup de fouet à la vision conservatrice de la couture française. Chez Schiaparelli, Daniel Roseberry prend le contre-pied des robes à volants et des broderies délicates avec des collections surréalistes pop qui jouent sur l'anatomie et revendiquent une esthétique kitsch poussée à l'extrême. Pour l'hiver 2021, Balenciaga fait un retour surprise au calendrier officiel 50 ans après la mort de son fondateur.
Demna Gvasalia présente des jeans, du streetwear et des silhouettes ultra modernes dans les salons historiques de la maison, reconstitués à l'identique. La boucle est bouclée entre présent et futur, et la haute couture entre définitivement dans le XXIe siècle. Aujourd'hui, dans le geste, zoom sur le savoir-faire de Lucie Touré, qui transforme le papier en véritable œuvre d'art brodée. J'ai toujours aimé détourner des matières de leurs usages habituels. Mais le point de départ, c'est vraiment de se dire, voilà, il y a du papier autour de nous sous tout un tas de formes. Qu'est-ce qu'on peut en faire ? À cette question, Lucie Touré pourrait bien avoir quelques réponses. Dans son atelier parisien, le papier est partout, sur ses portants d'échantillons comme dans ses cadres, et même sur ses vêtements. Après des études de broderie et de design textile, la jeune femme a fait ses preuves dans les ateliers de haute couture avant d'ouvrir son studio avec une volonté, rendre au papier toutes ses lettres de noblesse. Je trouve que le papier peut à la fois être très ordinaire et avoir quasiment aucune valeur, tout comme il peut, dans certains cas, être un matériau rare et assez précieux. En l'associant à des techniques artisanales, l'idée c'est de produire des choses toujours plus précieuses et de valoriser la matière. Valoriser la matière en sélectionnant les plus beaux papiers à la fibre et au gramme près et en lui apportant parfois une petite touche de couleur ou de lumière. L'objectif est de réussir à donner un effet doré, métallisé au papier qu'on ne peut pas obtenir simplement en le teintant. C'est d'avoir des retours de lumière après, selon l'orientation qu'aura le papier dans l'échantillon final. C'est un matériau aussi qui se découpe assez facilement. Donc ça permet d'obtenir vraiment des finesses et des détails dans les découpes de ce que je fais que je ne pourrais pas forcément obtenir avec un textile ou avec du cuir ou du bois. La découpe, c'est un peu le petit secret de Lucie. Elle développe ses petites formes régulières à l'ordinateur, choisit leurs nuances et leur taille au dixième de millimètre près, et c'est une machine qui fait le reste. Elle dispose alors de centaines de petites pièces à assembler. J'aime bien travailler la grille et la répétition. Donc j'aime bien partir de modules qui vont vraiment venir se répéter à l'infini et avec plusieurs niveaux de lecture. Et du coup, ces niveaux de lecture vont, par exemple, de loin, donner l'impression d'un motif et en s'approchant de la pièce, découvrir tout un travail de broderie qui va être beaucoup plus fin et beaucoup plus délicat. Une délicatesse empruntée au monde de la haute couture et une souplesse de cette matière mouvance grâce à de petits anneaux de laiton, eux aussi hérités d'un autre univers artisanal. Le montage d'anneaux, c'est des techniques qui sont utilisées en bijouterie pour assembler les différents éléments, notamment la chaîne, les fermoirs. Et là, moi, j'utilise cette technique pour venir assembler tous mes petits modules de papier. Et donc, à chaque fois, je viens ouvrir mes petits anneaux en laiton, les enfiler dans les éléments, puis les refermer. Depuis 2018, avec ses créations raffinées, l'atelier de Lucie Touré s'applique à conquérir l'univers du luxe. Et ce dernier est séduit. Depuis plusieurs mois, la jeune femme et ses collaboratrices confectionnent quelques 6500 parures pour les parfums d'une grande maison française. Les équipes, quand elles ont découvert mon travail, elles ont tout de suite imaginé des projets possibles en lien avec certains de leurs parfums. Et j'ai eu la chance qu'elles me fassent confiance et qu'elles me donnent carte blanche sur la création de 2 parures, en livrant une interprétation assez libre de ces 2 fleurs. La fleur de cerisier et ici, le muguet. Un brin de clochette en papier blanc, des perles, de l'organza pour les feuilles et un vrai travail d'orfèvre pour tout assembler. L'échelle et la délicatesse de mon travail s'adaptent assez bien à l'univers du luxe et encore plus à l'univers de la parfumerie parce qu'il y a une certaine harmonie qui se crée entre les parures et le flacon.
Lucie Touré explore désormais le plexiglas et s'aventure même de nouveau du côté du tissu qu'elle plie comme un origami. Sans jamais délaisser son précieux papier, elle poursuit sa quête permanente de matériaux et techniques à détourner. J'espère que ce numéro spécial artisanat d'art vous a plu. On se retrouve très vite pour toujours plus de découvertes. Bye!